En manchette ce soir, Québec coupe dans l'aide offerte aux personnes handicapées. Le programme d'adaptation de domicile suspendu. Et on va couper là-dedans, on va couper dans les programmes qui sont déjà sous-financés. 50 ans d'accompagnement pour le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Et le jury maintenant séquestré au procès de Philippe Leclerc. Bon lundi, bienvenue parmi nous pour ce TVA 18h. Le gouvernement provincial coupe actuellement dans certains services dédiés aux personnes handicapées, une situation que déplore largement l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées. Donc, Félix, quelles mesures seront impactées exactement? Eh bien, l'Alliance a appris que le maintien et l'intégration en emploi des personnes handicapées étaient menacés, donc le contrat de travail d'intégration qui est amputé de 5 Et aussi, à compter du 1er avril, un réajustement à la baisse sera observé sur le soutien aux familles pour le répit, donc c'est-à-dire une allocation pour la garde des personnes handicapées pour offrir un répit aux familles. Et le gouvernement songerait aussi à couper dans les soins à domicile pour les familles, pour les soins à domicile pour les personnes handicapées, donc en revisitant une politique qui date de 1988. Je laisse la directrice générale de la CRIF, Isabelle Tremblay, en dire davantage sur ce dernier point. Quand le Conseil des ministres a adopté en 1988 le principe de compensation, c'était vraiment une question d'équité envers les citoyens handicapés. Et aujourd'hui, lorsque le ministère, dans une consultation, nous dit qu'ils vont faire une réflexion fondamentale sur la contribution de l'usager, c'est qu'il remet en cause ce principe d'égalité envers les personnes handicapées. Ça veut dire qu'une personne va s'appauvrir en payant justement des services ou des biens dont elle a besoin là, pour pallier à son handicap. Et Félix, il y a aussi des réactions chez certains organismes de la région. Oui, eh bien, Vie autonome Abitibi-Témiscamingue abonde dans le même sens que la CRIF. Selon eux, bon, c'est vraiment un retour en arrière de 35 ans pour le droit des personnes handicapées au Québec. Et l'organisation craint pour l'appauvrissement des personnes handicapées, donc qui sont des personnes vulnérables. Je laisse la directrice de Vie autonome Abitibi-Témiscamingue, Valérie Simoneau, étayer les autres enjeux. Puis il y a un épuisement des familles, des proches. Les proches là, qui n'auront pas accès à du répit, bien, ils vont s'épuiser encore plus. Déjà que leur situation est critique, parce que le répit, bien, c'est un manque. Là. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez pour combler les besoins. Donc, on va se retrouver avec une société de plus en plus malade, de plus en plus en difficulté. Et en terminant, Vie autonome Abitibi-Témiscamingue a affirmé qu'ils allaient s'impliquer au sein de comité afin de s'assurer que les programmes destinés aux personnes handicapées ne s'érodent pas davantage. Merci Félix pour les précisions. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par les récentes coupes budgétaires du gouvernement? » Vous avez répondu « Oui » à 87 %. Et à Val-d'Or, le Centre d'amitié autochtone célèbre ses 50 ans. Et pour l'occasion, l'organisation a dévoilé sa programmation et les festivités pour souligner le tout. Reportage d'Alexis Dumont. Il y en a eu du chemin de parcouru depuis la création du Centre Amitié autochtone de Val-d'Or en 1974. Bien, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de travail de la part de beaucoup de monde. C'est le résultat de la solidarité qu'on avait entre nous autres. La population autochtone dans les villes a augmenté au cours des 50 dernières années. C'est 60 des membres des Premières Nations qui vivent à l'extérieur d'une communauté. Et Val-d'Or étant au cœur d'un territoire traditionnel Anishinaabe,
a toujours été un lieu de convergence. Un projet qui rendait à la base sceptique Richard Kistabiche, l'un des membres fondateurs du centre. Je n'y croyais plus ou moins, mais finalement, grâce à Jean et à Freddy, on a décidé d'y aller. On verra ce qui va arriver, on va y aller. Mais ça l'a switché d'une manière qu'on ne s'entendait pas du tout à ça. Pour ce qui est des festivités du 50e anniversaire, plusieurs activités sont au programme, notamment un spectacle culturel, un brunch retrouvailles et d'autres événements en lien avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le Centre organise plusieurs grands événements au cours d'une année. C'est d'avoir la signature du 50e, mais aussi de convier de manière en toute amitié à la réconciliation sous toutes ses formes, qu'elles soient économiques, sociales, historiques, culturelles. Alors, donc oui, on va avoir une programmation qui va être bonifiée par les grandes célébrations du 50e. Le CN s'est d'ailleurs manifesté comme partenaire officiel pour ce 50e anniversaire. L'entreprise ferroviaire fournira 25 000 $ pour la réalisation des différentes activités au cours de la prochaine année. D'autres événements seront d'ailleurs annoncés sous peu dans le but de célébrer ce 50e anniversaire. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et d'ailleurs, un petit mot sur les travaux en cours au Centre d'amitié autochtone. La première phase de la structure, qui est présentement en construction, devrait être complétée d'ici les fêtes. Tout semble pour l'instant dans les échéanciers prévus. Et on rappelle que les travaux d'agrandissement d'une valeur approximative de 60 millions de dollars devraient être terminés d'ici l'été 2026. Ça va bien. C'est un chantier qui va bien. On est quand même en train de voir l'envergure par sa grande structure qui devrait être complétée ou pas très loin d'être terminée au congé des fêtes. Donc, on va vraiment voir la portée de cet agrandissement-là avec la structure, mais ça va bien. Ensuite, le procès de Philippe Leclerc devrait finalement connaître son issue cette semaine. Le juge Maxime Roy a remis aujourd'hui ses directives aux 12 jurés qui sont séquestrés depuis cet après-midi. La lourde tâche leur revient de déterminer de façon unanime si oui ou non Philippe Leclerc a commis l'homicide involontaire de son oncle René Leclerc en 2022. Le juge leur a d'ailleurs rappelé que la thèse des problèmes mentaux a été écartée et que l'intoxication de l'accusé le jour des actes allégués ne doit pas être considérée. Afin d'avoir condamnation dans cette affaire, le jury doit conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a commis les crimes. Le verdict devrait tomber cette semaine. On poursuit avec une triste nouvelle. Un motoneigiste octogénaire a perdu la vie hier dans un face-à-face impliquant une automobile en Abitibi-Ouest, dans le secteur du Lac-Sauvage. Selon les informations préliminaires, l'homme en question circulait en sens inverse dans l'accotement de la route 393. C'est donc hier, vers 15 heures, que les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux d'une collision impliquant 2 véhicules. Le motoneigiste cherchait vraisemblablement à rejoindre un sentier et pour une raison toujours inconnue, il serait entré en collision avec un véhicule. À l'arrivée des services d'urgence, l'octogénaire présentait des blessures graves. Il a donc été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté. Une enquête est toujours en cours pour comprendre les causes et circonstances du drame. En politique provinciale, les libéraux québécois n'y vont pas avec le dos de la cuillère en ce qui concerne le sort réservé par la CAQ à l'Abitibi-Témiscamingue. Dans son bilan de fin de session, André Fortin, qui est porte-parole du parti en matière de santé et de ressources naturelles, juge que le gouvernement fait la sourde d'oreille dans les dossiers des mines et de la santé. Entrevue d'Anthony Dallaire. Concrètement, c'est quoi votre plus grand reproche que vous faites à la CAQ, là? Bien, c'est difficile d'en cibler juste un parce qu'il y en a plusieurs, mais pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le projet de loi qu'ils ont déposé, la loi qu'ils ont adoptée sur les mines, ça risque d'avoir un effet à long terme sur l'économie de la région, la prospérité de la région, l'intérêt pour la région de la part des investisseurs miniers. Nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Là, on nous répète depuis des mois, voire des années, qu'on a besoin des minéraux critiques au Québec, qu'on a besoin d'augmenter notre richesse collective au Québec. Mais ça, l'Abitibi, il participe énormément. Alors, de voir un projet de loi qui était critiqué de toutes parts par nos intervenants économiques, par les préfets de la région, et de voir que le gouvernement fonce de l'avant, tête baissée, sans considération économique que ça amène que l'Abitibi-Témiscamingue amène au Québec,
c'est particulièrement décevant. Qu'est-ce que vous pourriez proposer, en fait, là, pour concrètement assurer un avenir là, à l'Abitibi-Témiscamingue dans le contexte actuel? Bien, je vous dirais qu'une des choses qui préoccupe les gens de la région, quand moi je leur parle, là, un peu à l'instar d'ailleurs au Québec, c'est l'enjeu des soins de santé. Alors nous, ce qu'on demande à M. Legault, c'est simplement de respecter sa propre parole. Il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de coupure en santé cette année. Et pourtant, une région comme l'Abitibi-Témiscamingue fait face à des coupures monstres en ce moment, à tel point que votre PDG en Abitibi a dit « je ne le sais pas », ou les gens du conseil d'administration ont dit « je ne sais pas comment on va y arriver à des coupures comme celle-là ». Ça, c'est enlever des services aux gens en région, c'est enlever des services qui sont déjà difficiles d'accès. Alors, nous, on veut juste que le gouvernement respecte son engagement. Maintenant, pour ce qui est de la suite des choses pour l'Abitibi, je pense qu'il y a des gens en Abitibi qui se prononcent régulièrement sur les enjeux de la région, que ce soit le recteur de l'université, que ce soit les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, que ce soit les entrepreneurs de la région, les élus municipaux. Ces gens-là là, méritent une écoute de la part de leur gouvernement. On ne peut pas aller un autre 2 ans. On ne peut pas faire avancer les dossiers de la région pendant les 2 prochaines années si on n'a pas cette écoute-là, puisqu'il n'y a personne autour de la table du Conseil des ministres. Et ensuite, Québec injecte un peu plus de 4,2 millions de dollars pour le renouvellement de l'Alliance pour la solidarité de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une alliance qui regroupe les élus de la région et des partenaires qui planchent sur des initiatives afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement mentionne qu'elle bonifie la mesure en offrant plus d'accompagnement aux acteurs locaux, tout en respectant leur autonomie. Et les sommes d'argent octroyées sont prévues dans le plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, déposé plus tôt cette année. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je vous amène relaxer après la pause dans la chronique culturelle parce qu'on va découvrir ensemble la nouvelle expérience thermale boréale du Jardin Spa à Rouyn-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 23 novembre, le comité de la parade de Noël de la Sarre, en innovant par la présentation en soirée des chars allégoriques illuminés, a réjoui quelques milliers de jeunes et adultes de l'Abitibi-Ouest grâce au dynamisme d'une trentaine d'entreprises et d'une centaine de bénévoles. La vitalité du milieu est un facteur d'attraction et de développement socio-économique essentiel à la qualité de vie. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. C'est Noël avant l'heure à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, puisqu'à partir d'aujourd'hui, le 9 décembre, tous les stationnements contrôlés par parcomètre et horodateurs seront gratuits durant certaines périodes. Donc, à Rouyn-Noranda, ce sera le cas du lundi au vendredi à partir de 16h jusqu'au 31 décembre. Et le stationnement sera aussi gratuit tous les week-ends en tout temps. Idem aussi pour les jours fériés du temps des fêtes. Et du côté de Val-d'Or, la gratuité s'applique aussi à partir de 16h et ce jusqu'au 20 décembre. Puis du 21 décembre au 5 janvier, vous pourrez vous stationner gratuitement en tout temps. Et on poursuit avec la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda qui sera bientôt fermée les lundis. C'est l'un des changements apportés aux heures d'ouverture par la Ville qui rentreront en vigueur dès le 6 janvier prochain. L'établissement ouvrira et fermera plus tôt les mardis et les mercredis, soit de 10h à 18h. Les usagers vont aussi avoir une heure de plus les samedis et les dimanches pour profiter des rayons, soit de 10h à 17h. L'administration municipale dit avoir tenu compte des besoins exprimés par plusieurs groupes de citoyens, notamment les familles, les étudiants et les travailleurs autonomes. La chronique culturelle vous est présentée par la troupe à cœur ouvert qui vous reçoit avec son spectacle Le Réveillon, présenté du 20 au 22 décembre. Venez réveillonner avec ce spectacle musical et théâtral en formule cabaret. Justine, tu nous fais relaxer aujourd'hui avec l'ouverture d'un nouveau circuit thermal au Jardin Spa à Rouyn-Noranda.
Effectivement, Kémélia, le jardin spa de l'Hôtel Noranda s'est refait une beauté avec son nouveau circuit Expérience thermale boréale. C'est un tout nouveau circuit 4 saisons qui va vous faire relaxer à travers les 3 saunas et les bassins chauds et froids. Le spa a vraiment agrandi et le circuit thermal est inspiré du territoire de la forêt boréale et il peut accueillir jusqu'à 30 personnes en même temps. Alors, le spa a vraiment un gros renouveau en ce moment à partir de demain et vous voyez les images à l'écran, c'est un super beau service qui s'ajoute à la région et c'est vraiment une grande fierté pour l'équipe du Jardin Spa. Bien là, on est devenu un produit d'appel. Ouais. Donc là, c'est un game changer pour nous. Là. Vraiment, on le sait, au Québec, les gens se déplacent, vont visiter des spas, ils en ont près de chez eux, puis ils font quand même plusieurs kilomètres pour aller en visiter d'autres. Donc là, ça vient changer la donne pour nous. On a déjà une grosse clientèle qui est régionale. On pense que ces gens-là vont se déplacer encore plus. Le nord-est ontarien aussi, on vise aussi beaucoup ce marché-là, qui sont déjà un peu clients chez nous. Puis pourquoi pas le reste du Québec, hein? Parce qu'on accueille déjà à l'hôtel beaucoup de personnes du reste du Québec. On a une carte de plus en Abitibi pour faire venir les gens de l'extérieur chez nous. Ça aussi, ça nous rend fiers. Très, très contents. Il y a une belle effervescence là, sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'on va ouvrir. Je suis très confiante que les choses vont bien se passer puis que la clientèle va bien répondre. Et Justine, on vient de l'entendre, là, c'est une nouvelle expérience thermique qui devrait bonifier le tourisme dans la région. Effectivement, Kémélia, parce qu'on se souvient, en 2023, le Jardin Spa avait reçu une contribution d'1,7 million de dollars du gouvernement pour développer cette expérience thermale et la contribution financière venait du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. L'Abitibi-Témiscamingue est surtout connue pour ses attraits de plein air. Alors, la pêche, la chasse, mais aussi la motoneige et plusieurs autres. Alors maintenant, avec ce nouveau spa, ça crée vraiment un nouvel attrait pour un nouveau public dans l'Abitibi-Témiscamingue, selon le président de Tourisme Abitibi, Émilien Larochelle. L'arrivée de ce nouveau service va avoir un effet attractif sur la clientèle qui fréquente notre région. Et ça, je pense que c'est très positif d'abord pour les propriétaires, parce que, je veux dire, ils ont besoin de revenus, donc il faut que ça fonctionne. Et deuxièmement, pour la ville de Rouyn-Noranda, qui a besoin d'améliorer son image. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de positif. Et également pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, forcément. Et personnellement, je pense qu'on vient de gagner beaucoup. Le bien-être, là, c'est un produit qui se vend bien. OK? Les gens, de plus en plus, sont conscients que quand on a des services comme ceux-là, de massage, bénéficier de spa, tu sais, pour notre santé mentale également, c'est pas juste la santé physique, santé mentale, c'est important. Alors, les gens à la maison, prenez des notes. Je dis ça, je dis rien, mais ça fait quand même un super beau cadeau à donner à Noël. Je vous rappelle que l'expérience boréale ouvre demain au Jardin Spa. Alors, n'hésitez pas à appeler avec le temps des fêtes qui s'en vient. Ça peut être le fun pour aller relaxer parce que c'est un temps quand même assez stressant. Et je termine en vous disant que c'est le temps de participer au tirage de la Loto Santé 50-50 de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda. En ce moment, la cagnotte est tout près du 20 000 et elle pourrait atteindre le 100 000 pendant le mois de décembre. Alors, je vous dirige vers le site web de la Fondation Santé pour aller acheter vos billets. C'était le dernier voyage dans les maritimes de la saison pour nos deux équipes de la LHJMQ de la région. Cette fin de semaine, Alexandre Cabana nous fait vivre ce périple de 3 matchs après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey de la LHJMQ, c'était le dernier voyage dans les maritimes de la saison pour nos deux équipes de la région. Les Huskies et les Foreurs ressortent gagnants de ce périple de 3 matchs. Voici un résumé d'Alexandre Cabana. Fort d'une victoire jeudi dernier contre les Highlanders, les Foreurs s'amènent à Halifax, le couteau entre les dents. L'enjeu est grand, Halifax est tout juste devant le Vert-et-Or au classement. Le défenseur William Bishop ne perd pas de temps et donne l'avance aux siens avec un tir précis. Val-d'Or ne regardera plus jamais en arrière. Le capitaine Nathan Barry fait tout le travail pour Alex Durocher qui double l'avance des siens.
Et ce sera le but gagnant. Les Foreurs repartent du Scotiabank Arena avec une victoire de 4-1. L'action reprend 2 jours plus tard au Cap-Breton. Cette fois, c'est l'affaire d'un seul homme, Noah Reinhardt. L'allié de puissance des Foreurs affrontait son ancienne équipe et semblait en vouloir à son ancien club. C'est un tour du chapeau pour le vétéran. Reinhardt sera toutefois le seul des siens à marquer. Val-d'Or doit s'avouer vaincu 5-3. Dans la défaite, Philippe Veilleux a continué de bien faire avec 2 points. Malgré la bonne récolte, Val-d'Or demeure pour l'instant à 1 point d'une place en série. Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, le voyage s'amorce du mauvais pied à Bathurst avec une défaite de 5-3. Les étoiles de la Meute ont toutefois brillé malgré tout. 3 points pour Antonin Véraud et 2 passes pour Bill Zonon. C'était un exigeant programme de 3 matchs en 3 soirs qui attendait la troupe de Steve Hartley, dont un duel au sommet samedi contre la meilleure équipe de la Ligue, les Wildcats de Moncton. Et tirant de l'arrière 1-0 en première période, Antonin Véraud profite d'un avantage numérique pour niveler la marque avec une belle déviation. 5 minutes plus tard, Nathan Langlois marque son 7e de la campagne, c'est 2-1. Et les Huskies terminent la première période en force. Verdon utilise sa vitesse, il va d'une superbe feinte et déculotte le gardien des Wildcats. 3-1 Huskies. Bill Zonon va conclure une soirée de travail de 3 points avec un tir parfait. C'est son 15e de la saison. La marque finale, 4-1 pour la Meute. Les Huskies vont toutefois trébucher dès le lendemain à Charlottetown, un match perdu en tir de barrage. Bill Zonon va terminer sa fin de semaine en beauté, 7 points en 3 matchs pour le Grand Bill. C'était Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, étonnamment, les températures seront à la hausse demain. Oui, on a eu assez de journées froides aujourd'hui, mais demain, ça devrait baisser un petit peu par contre, mais on va quand même avoir une nuit assez fraîche à l'horizon. En Abitibi, on aura de la neige avec une accumulation de 5 à 10 cm et les températures sont à la baisse pour atteindre -2 au cours de la nuit et un refroidissement éolien de -18 ce soir et de -9 au cours de la nuit. Au Témiscamingue, on aura de la neige avec une accumulation de 2 cm et un refroidissement éolien de -17 ce soir. Demain, en Abitibi, on aura une faible neige intermittente qui va sûrement se changer en pluie dans la mi-journée avec un maximum de +3 degrés. Pour le Témiscamingue, on aura de la neige qui va aussi changer en pluie le matin, mais qui devrait cesser en après-midi. Ce sera nuageux par la suite et les températures seront stables près du 2 degrés. Et en aperçu pour mercredi, en Abitibi, on aura de la neige intermittente avec un maximum de -5 degrés. Même chose pour le Témiscamingue, sauf qu'on aura un maximum de -7. Demain, on va avoir un mélange de pluie et de neige. Ça va s'avérer très glissant. Alors, mettez un petit peu de sel dans votre entrée et faites attention où vous marchez. Ouais, merci des conseils, Justine. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se donne rendez-vous demain pour le TVA Midi. Passez une excellente soirée sur nos ondes.